On a développé ce qu'on appelle un re-ranker texte-image, c'est-à-dire un modèle qui est effectivement capable de dire, étant donné cette question et cette image, est-elle pertinente pour répondre à la question, oui ou non, et qui du coup vraiment affine les résultats de la recherche pour rendre le système encore plus efficace. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Imaginez un instant, vous êtes ingénieur chez un grand constructeur aéronautique et devant vous, 30 ans d'archives techniques, des milliers de pages, de plans, de schémas, et vous devez retrouver une information précise sur une pièce conçue il y a 30 ans. Hier, c'était une mission de plusieurs jours. Demain, et peut-être déjà aujourd'hui, la réponse est à portée de clic, à portée de prompt avec l'IA. L'IA en entreprise, elle est déjà très forte pour réaliser des tâches à portée générale, produire des synthèses de documents, comme des comptes rendus de réunions. Mais quand vous interrogez les modèles sur des problèmes qui doivent prendre en compte un historique, un contexte bien précis, là ça peut se corser et les choses sérieuses commencent. Comment s'assurer que les modèles ne racontent pas de salade? Comment faire comprendre non seulement des textes, mais aussi des graphiques, des schémas complexes à ces systèmes? Le contexte, c'est l'un des mots-clés de l'année 2026 pour l'IA et justement, c'est l'une des grandes spécialités de mon invité du jour qui travaille pour l'un des leaders européens de l'IA en entreprise, l'une des toutes premières startups d'IA du continent à être entrée en bourse en novembre 2024 et aussi une entreprise un peu moins connue que certains de ses concurrents, un peu moins sous les projecteurs. Il s'agit de Lighton AI. Et pour parler de contexte, je suis très heureux de recevoir Amélie Châtelain. Bonjour Amélie. Bonjour Laurent, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous avoir dans Changement d'époque. Amélie, je voudrais qu'on commence par faire un petit peu connaissance, que vous nous donniez justement un peu de contexte sur vous. Vous venez du monde de la recherche et plus précisément de l'astrophysique. Vous êtes docteur en physique de l'univers, comme c'est beau, de l'Université Paris Diderot. Alors, je ne vais pas vous demander de nous résumer votre thèse en 2 minutes. Il y a d'autres podcasts qui font ça très bien. En revanche, expliquez-nous comment on passe de cette matière à travailler dans l'IA. Est-ce que c'est un lien? Est-ce qu'il y a des fils à tirer ou est-ce que c'est un peu le hasard des rencontres et des carrières? Donc effectivement, moi, ça va faire 7 ans cette année que je travaille dans le milieu de l'intelligence artificielle, mais à la base, j'ai fait Normal Sup et un master en physique théorique. Et après ça, une thèse, parce que Normal Sup, c'est un peu évident de faire ça. Et donc effectivement, j'ai travaillé sur les astroparticules, donc les particules dans l'espace. Mais à la fin de la thèse, bien que tout ça ce soit passionnant, j'ai pas été convaincue que la recherche académique, ce soit vraiment pour moi. D'une première part, parce que c'est très isolant en fait. Quand on arrive à la pointe sur ces sujets-là, il y a une dizaine de personnes dans le monde qui travaillent là-dessus, donc c'est pas évident pour avoir des conversations tous les jours. Et c'est facile un peu de se perdre et de pas avoir l'impression que son travail soit super impactant. Bref, tout ça pour dire donc, que je me suis dit que peut-être le monde industriel m'irait mieux. Et après beaucoup de discussions donc, de physiciens qui s'étaient reconvertis, tout ça, j'ai découvert le machine learning et j'ai découvert que ça utilisait beaucoup d'outils qui étaient très similaires à la physique, en fait, la modélisation, les maths qui sont derrière, etc. Et ça me semblait super intéressant. Fin 2019, je cherchais un emploi et j'ai un ancien prof de Normal Sup qui m'a recontacté pour me dire qu'il avait des collègues qui avaient fondé une start-up qui s'appelait Lighton et qui m'a proposé de me mettre en contact avec eux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Igor Caron et Laurent Daudet, qui étaient deux des cofondateurs de Lighton. On s'est bien entendu et donc ils m'ont embauché au départ pour explorer des cas d'usage du machine learning plutôt à l'intersection avec des sciences comme la physique ou la chimie. Puis en 2020, mi-2020 à peu près, il y a eu la sortie de GPT-3. Même si on en parle moins que la sortie de ChatGPT, ça a été un énorme truc pour nous. Et donc petit à petit, l'équipe de machine learning s'est réorientée vers l'IA générative. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ce milieu-là. Sachant que du coup, depuis 2023, mon intérêt et mon attention se sont vraiment portés sur tout ce qui est recherche d'informations. Donc comme tu dis, quand on a un tas de documents, comment on arrive à vraiment trouver les pages, les paragraphes qui répondent à des questions données. Et aussi sur les évaluations, parce que pour moi, c'est un point où je trouve que c'est bien de construire des systèmes d'IA, mais comment on s'assure que des utilisateurs en tirent vraiment une valeur après coup et ont un système qui leur convient et comment nous, en tant qu'ingénieurs, on arrive à s'assurer qu'on améliore ce système au fil du temps. Et alors, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une équipe qui s'appelle Knowledge and Search chez Lighton.
qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre job et celui de cette équipe? Donc concrètement, cette équipe, elle est responsable en fait du cycle de vie entier des documents à partir du moment donc, où ils vont être ingérés, processés par la plateforme, jusqu'au moment où après on va avoir un utilisateur qui va entrer dans la partie et qui va essayer d'interagir avec ces documents, de les utiliser. Et donc l'équipe est responsable de tout ça, de s'assurer que les documents sont processés le mieux qu'on peut, qu'on arrive à en tirer des informations, etc. Qu'on arrive en plus à les enrichir au fil du temps pour qu'ils soient de plus en plus utiles à un utilisateur. Et qu'après, quand l'utilisateur arrive, il ou elle réussit à accéder aux documents pertinents au moment où il pose des questions sur ces documents. Et alors, si j'élargis un petit peu, chez Lighton, vous avez une approche qui semble double, avec d'un côté des modèles open source comme Pagnol et en même temps une plateforme propriétaire, Paradigm. Comment ces deux stratégies s'articulent-elles? C'est quoi la logique derrière ces deux familles de produits? Donc, effectivement, Lighton, on a entraîné nos propres modèles de langage pendant longtemps. On était d'ailleurs un des premiers model makers en Europe parce que, comme tu le dis, Pagnol, je ne sais plus la date, peut-être 2021, il me semble. Après, il y en a eu d'autres aussi. Et après, depuis 2023, on a fait le choix stratégique de se dire que en fait, l'entraînement des grands modèles de langage, c'est quelque chose qui est difficile en Europe parce que la culture du capital risque en fait, ne permet pas d'avoir les fonds suffisants. Par contre, on a de plus en plus d'options open source qui sont vraiment compétitifs. Et donc, on a décidé de, plutôt que de réentraîner tout de zéro, partir de ces options open source et les adapter, nous, pour des cas d'usage entreprise, faire en sorte qu'ils soient vraiment performants pour la recherche d'informations et pour après tout ce qui vient derrière. Donc, comme on bénéficie beaucoup des avancées open source, pour nous, c'est important aussi de rendre à l'open source et effectivement donc, de contribuer aux avancées dans le domaine. Surtout qu'on reste quand même une des rares boîtes en Europe qui a l'expertise pour faire ce genre d'avancée et qui est capable de cramer des heures de calcul en fait, pour produire vraiment des modèles de pointe. Récemment, on a montré cet engagement avec des publications du type Lighton OCR, qui est un modèle de parsing de pointe fait pour lire les documents, ce qui est la première étape cruciale pour être capable de chercher dans les documents. Il faut bien les lire. Et aussi, du coup, dans le domaine de la recherche d'informations, on contribue non seulement à des modèles et des données qui peuvent servir à l'entraînement de ces modèles, mais aussi à des codebases de type Pylate qui sont capables, elles, de permettre d'entraîner des modèles de pointe. Du coup, en soi, les gens sont libres de trouver nos modèles sur Hugging Face ou peu importe et de les déployer eux-mêmes et de faire un POC de RAG qui va chercher dans leurs documents. Quiconque est capable de faire une petite interface de RAG qui fonctionne bien avec 10 documents. Là où nous, on rentre en jeu, c'est qu'on propose aux organisations des solutions qui vont marcher pour 100, pour 1000 et au-delà de ça même. On propose une solution du coup qui va déployer tout ça en optimisant pour des ressources contraintes parce que malheureusement les GPU ça pousse pas sur les arbres et qui va en fait orchestrer tout ça pour que le système continue de fonctionner avec des documents qui sont de plus en plus nombreux. Et en plus, avec des documents d'entreprise qui sont a priori vivants, puisque c'est là où toute la difficulté entre en jeu quand on considère des documents d'organisation. La base documentaire change constamment, il y a des nouvelles embauches, des nouveaux process, etc. Et donc, nous, on est capable de s'habituer à tout ça. Amélie, c'était intéressant, vous me disiez, Lighton, c'est un model maker. Vous avez fabriqué vos propres modèles d'IA générative. C'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore ça l'une de vos priorités ou c'est en train d'évoluer? Aujourd'hui, nous, notre philosophie, c'est qu'on cherche vraiment à avoir une plateforme qui apporte beaucoup de valeur aux organisations. Et on pense que pour ça, dans ce cadre-là, les modèles de langage sont toujours instrumentaux dans le sens où c'est eux qui vont permettre d'orchestrer tout ce qui est agent, etc. Mais sont tout aussi importants les modèles spécialistes qui viennent s'outiller autour de ces modèles de langage pour faire, par exemple, de la recherche d'informations, du parsing, c'est-à-dire de la lecture de documents, enrichir tous les documents, et tout ce genre de tâches. Donc aujourd'hui, si on n'est plus model makers dans le sens on ne fait plus de grands modèles de langage, on ne les pré-entraîne plus, on est toujours makers de ces modèles spécialistes qui vont nous permettre d'atteindre des performances optimales pour la plateforme que nous construisons. Donc un peu moins inférence et un peu plus construction de modèles experts. Exactement, tout ce qui va être utilisable par le grand modèle de langage pour vraiment remplir un contexte d'informations super pertinentes et créer après ça des solutions pour les utilisateurs qui vont vraiment répondre à des problèmes.
On tourne autour d'une notion qui est assez centrale dans vos produits, c'est celle du RAG, Retrieval Augmented Generation. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissent pas ce terme, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est quoi le RAG? À quel problème ça vient répondre? Oui, tout à fait. Donc c'est une technique qui a été rendue super populaire en 2023, même si le papier de base date de 2020, donc autant dire un peu la préhistoire dans ce domaine. Avez-vous déjà utilisé ChatGPT vraiment au tout début? Oui, ça remonte un peu, mais... À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu... c'était rigolo, on pouvait lui demander « écris-moi un poème, machin ». Mais par contre, si vous lui posiez des questions sur des sujets récents ou des sujets un peu obscurs, pas forcément connus, là, il hallucinait complètement, il racontait n'importe quoi. Et ça vient du fait que les modèles de langage, en fait... De base, ils n'ont pas d'outils, ils essayent de prédire du texte. Ils ont été entraînés sur plein de données, Internet, des livres, tout ça, mais toutes ces données ont une date de fin. C'est ce qu'on appelle, nous, la knowledge cut-off. Au-delà de ça, ils n'ont plus aucune connaissance de ce qui s'est passé. Donc, quand vous lui demandez quel temps il fait aujourd'hui, aucune notion de quel jour on est aujourd'hui, a priori, et encore moins du temps. Et donc l'idée du RAG, en fait, est assez simple, c'est de dire on va coupler un grand modèle de langage qui, a priori, est quelque chose de quand même très très intelligent, à un moteur de recherche, et qui va être capable de chercher dans les documents internes, mais aussi sur Internet, peu importe, pour trouver des informations. De sorte que si vous lui demandez qui est Laurent de Nicolas Guénoc, le système commence par comprendre la question, aller chercher les passages pertinents, et ensuite les donne au modèle au moment de répondre. Moi, j'aime bien l'image suivante, c'est de dire qu'en fait, le modèle, c'est quelqu'un qui est assis derrière un bureau. Donc, il peut écrire comme ça, libre, mais souvent, il raconte n'importe quoi. Et en fait, le RAG, c'est lui dire, maintenant, tu as accès à un assistant de recherche qui va aller te chercher des documents et les poser sur ce bureau, de sorte que quand le modèle écrit la réponse, il va pouvoir voir ces documents et s'appuyer dessus pour répondre. Le bénéfice clé, surtout dans les organisations, c'est que ça étend du coup les capacités des modèles à des données out of domain, donc c'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas vu pendant l'entraînement. Et ce sont ce genre de données typiquement qui en fait nous intéressent vraiment dans les organisations, puisqu'on s'en fiche d'un poème sur la Lune. Nous, on veut vraiment des informations sur l'organisation. Vous avez écrit un article il y a quelques mois au titre un peu provocateur pour la communauté. Vous disiez « Rag is dead, long live Rag », le Rag est mort, longue vie au Rag. Vous y expliquez que l'arrivée de ce qu'on appelle les longues fenêtres de contexte ne tue pas le RAG, mais le fait évoluer. Je voudrais qu'on essaie de refaire un peu ce débat. Pourquoi l'an dernier, peut-être encore en ce moment, certains experts affirmaient qu'en gros, il fallait plus se préoccuper du RAG, que c'était plus vraiment un sujet. Quels étaient leurs arguments et pourquoi vous pensez qu'ils ont tort? On retourne à cette image du bureau. En fait, à l'époque, le RAG était... Enfin, donc, à l'époque, en 2023, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Le RAG était vraiment presque inévitable parce qu'en fait, les modèles avaient un tout petit bureau. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Un modèle était capable d'ingérer très peu d'informations à la fois. Donc même si vous vouliez poser des questions sur un document qui fait 20 pages, il fallait trouver le ou les paragraphes dans ce document qui répondent à la question parce qu'on ne pouvait pas donner plus au modèle. Maintenant, les modèles ont beaucoup évolué. On a eu des avancées techniques assez incroyables depuis déjà. Et ce qui fait que, en fait, les modèles ont des bureaux énormes. Et donc, en soi, Gemini de Google a une fenêtre de contexte de l'ordre du million de tokens. Pour donner une idée pour les gens qui ne savent pas ce que ça représente un token, ça fait plusieurs milliers de pages que Gemini peut ingérer directement avec la question. Et donc, effectivement, il y a des gens qui disent pourquoi s'embêter à faire de la recherche d'informations maintenant? On balance tous nos documents dans le modèle et on laisse le modèle se débrouiller. Et du coup, pour répondre à ça, j'ai une autre métaphore. J'aime bien les métaphores. Je pense que malheureusement, dans le monde professionnel, on connaît tous cette personne qui, à chaque fois qu'il ou elle a une petite question, lance une réunion avec 10 personnes. Oui, on a des images, on a des gens qui nous viennent en tête, je pense. Voilà. Et le résultat, c'est que dans cette réunion, il y a une personne qui est pertinente, les 9 autres s'ennuient. Ça coûte cher à la boîte, parce que le temps, c'est de l'argent, puis en plus, ça distrait les gens, etc. Et en plus, si on a de la chance, les 9 personnes qui sont là pour rien se rendent compte et restent silencieuses. Mais la plupart du temps, les gens ne réalisent pas forcément, font des remarques pas forcément pertinentes, font du bruit, etc. Ce qui fait que la réunion est vachement moins efficace que si on avait trouvé la bonne personne dès le début et organisé une réunion avec juste celle-ci. Et du coup, pour moi,
mettre tous les documents dans la fenêtre de contexte, c'est faire exactement ça. Déjà, ça coûte très cher parce que plus les requêtes qu'on envoie à un modèle de langage sont longues, plus ça coûte cher. Vous pouvez regarder par curiosité les prix sur Gemini, mais c'est assez hallucinant en fait la différence de prix. Et en plus de ça, ça dégrade la qualité parce qu'on a des benchmarks qui montrent ça. Plus il y a d'informations dans une requête, plus du coup l'information pertinente est diluée et le modèle du coup des difficultés en fait à retrouver l'aiguille dans la meule de foin. Vous parliez justement de cette question de la réunion qui coûte cher. C'est aussi un des avantages, j'imagine, pour ces technologies frugales. Ça coûte moins cher pour une entreprise et donc ça lève sûrement des obstacles pour commercialiser votre produit. C'est un argument clé pour Lighton. Effectivement, pour nous, la frugalité, dans le sens où on cherche à du coup optimiser les performances qu'on arrive à avoir dans un cadre où les ressources sont contraintes, c'est super important. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, les GPU, c'est rare, surtout pour des entreprises qui ne veulent pas passer par des cloud providers. Du coup, il est important de faire en sorte qu'on arrive à tirer le mieux des modèles de langage. Mais même sans penser à ça, j'avais fait du coup dans l'article de blog que tu mentionnes des petits calculs en regardant si on passe par Gemini, Claude, GPT, quel est le coût en fait de copier-coller toute sa base documentaire dans la boîte du chat et lui demander une réponse. Et en fait, on se rend compte qu'il y a presque un facteur 100, si je me souviens bien, par rapport à construire un système intelligent qui est capable de trouver les informations vraiment pertinentes et de n'utiliser que ça au moment de la réponse. Il y a un autre point que je mentionnais en introduction, c'est la dimension multimodale. Aujourd'hui, Lighton, vous êtes capable d'intégrer dans le RAG autre chose que du texte. Vous avez communiqué sur le Visual RAG. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette technologie ? Donc si on revient un pas en arrière, le R de RAG, c'est pour Retrieval, donc recherche d'informations. Donc c'est dire qu'on a cet assistant de recherche. Et je pense que la plupart des gens, quand on leur dit on va chercher dans des documents, ils pensent CTRL F et puis on essaie de trouver des mots-clés. Ça marche, mais des fois, ça marche pas parce qu'il y a un synonyme, un acronyme, quelque chose qui va faire que le mot-clé n'est pas exactement présent tel quel dans le document. C'est la limite de la recherche lexicale. Pour pallier à ça, il y a eu des avancées énormes dans la recherche textuelle avec la recherche qu'on appelle sémantique, qui va en fait permettre de dire que des mots du type réinitialiser et changer vont avoir quand même une intention assez proche, alors que pour autant, ils ne partagent pas beaucoup de lettres. Et du coup, qui va permettre de faire de la recherche par idée plutôt que de dire juste simplement on fait de la recherche par mots-clés. Mais encore une fois, tout ça, c'est textuel. Et bien que ce soit super puissant, si on force tous les documents qu'on a sous forme texte, on se rend compte en fait qu'on va perdre énormément d'informations parce que dans des documents typiques d'organisation, y a des tableaux, des schémas, des graphes, des cartes, des slides, des captures d'écran, tout ce genre de choses que on peut les décrire avec du texte, mais il y a forcément des informations qui vont être perdues. Et donc, pour nous, il est crucial en fait d'être capable de non seulement faire de la recherche sur le texte, mais aussi sur les images, et c'est ça le Visual RAG. Concrètement, en fait, on a entraîné des modèles qui sont capables d'associer des questions à des images. Donc, par exemple, dire quelle est la consommation d'énergie de la France ? C'est une question textuelle et c'est capable de retrouver une carte avec des couleurs, qui a un gradient de couleurs qui explique la consommation d'énergie dans le pays. Et donc, un des challenges de cette approche, c'est si on retourne à nos histoires de fenêtres de contexte. Bon, le texte, ça prend de la place dans la fenêtre de contexte, mais en fait, les images, ça en prend encore plus, parce qu'il y a énormément d'informations encodées dans une image. Et c'est pour ça qu'il est encore plus important, quand on traite des images, d'être super pertinent dans nos résultats de recherche. C'est-à-dire de ne pas dire, là, je te donne 5 images qui, a priori, répondent, mais de dire, voici 2 images qui répondent à ta question vraiment précisément. Et donc, on a aussi fait beaucoup d'avancées sur ça parce qu'on a développé le premier, ce qu'on appelle un re-ranker texte-image, c'est-à-dire un modèle qui est effectivement capable de dire, étant donné cette question et cette image, est-elle pertinente pour répondre à la question, oui ou non, et qui du coup vraiment affine les résultats de la recherche pour rendre le système encore plus efficace.
Dans tout ce débat, RAG ou pas RAG, il y a un autre élément qui vient ne rien simplifier, c'est l'arrivée des agents. Le fait que maintenant les IA ne sont plus là uniquement pour écrire des choses derrière leur bureau, mais aussi faire entreprendre des actions à d'autres logiciels, à activer de la recherche sur Internet, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'un agent vient changer à ces discussions autour du RAG ? En quoi ça devient de plus en plus important, la capacité de saisir le contexte pour que les résultats de l'agent soient pertinents ? Donc un agent, c'est, comme tu le disais, en fait, c'est autoriser le modèle à faire autre chose que juste prédire le mot le plus probable dans une phrase et lui dire que maintenant il a accès à des outils. Donc si on est intéressé par la météo, on lui donne accès à un outil météo. Si on veut qu'il fasse des maths, on lui donne un outil calculatrice. Pour nous, dans ce contexte-là, le RAG est en fait plus essentiel que jamais. J'ai vu des gens qui écrivaient « Ah, le RAG est mort avec les agents », mais enfin... Pour moi, le RAG, c'est dire qu'on a de la recherche d'informations, du coup, dans la pipeline. Le fait de dire que maintenant, c'est un outil que l'agent est capable d'utiliser et capable de décider justement quand l'utiliser et quel doit être le sujet de la recherche, c'est quelque chose qui est super important. En 2023, je vous ai dit, c'est le moment où RAG a été popularisé vraiment. Par rapport à ce moment-là, en fait, là où on a évolué, c'est que à l'époque, c'était une pipeline purement linéaire. Le RAG, c'était on a une question, on cherche, on copie-colle dans le contexte du modèle de langage et on a la réponse. Maintenant, avec les agents, en fait, c'est un outil qui va être vraiment super important parce qu'il va permettre donc de prendre des décisions, de permettre au modèle de langage de se dire si je reconnais qu'on a besoin d'informations a priori, c'est un processus interne quelque chose, je vais chercher dans la base documentaire et qui va permettre du coup d'être aussi orchestré avec d'autres outils pour vraiment apporter des réponses de plus en plus pertinentes. Je trouve que l'intersection super utile entre les agents et le RAG, c'est en fait en plus maintenant la capacité de dire « Ok, j'ai cherché une première information, ça m'a apporté une réponse partielle, mais maintenant en fait il faut que je décide de chercher encore plus et donc de répondre et de produire des réponses vraiment riches pour un utilisateur. » Amélie, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, vous disiez que vous êtes chez Lighton. 7 ans dans l'IA, désolé, mais vous êtes déjà presque une vieille du secteur. Tout à fait, oui. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous retenez un peu de ces années qui ont été frénétiques ? Est-ce que vous êtes marqué par l'adoption du grand public des technologies d'IA générative ? Est-ce qu'il y a plus prosaïquement des découvertes techniques, soit chez Lighton, soit sur le marché, qui vous ont marqué ? Vous retenez quoi de ces dernières années ? J'ai trouvé que ces dernières années étaient super intéressantes, surtout venant du monde de la physique, parce que quand j'étais en thèse, concrètement, il y avait peut-être un papier qui m'intéressait par an. Puis quand j'ai commencé à Lighton, du coup, le domaine machine learning était quand même beaucoup plus actif, mais il y avait peut-être un papier intéressant par mois ou tous les 2 mois. Depuis 2020-2021, c'est passé plutôt à un papier super intéressant toutes les semaines, voire tous les jours, dépendant des semaines. Donc ça a été super intéressant de voir l'évolution vraiment rapide du domaine. C'est aussi un peu effrayant, si je puis dire. Par exemple, dans le domaine des agents de code, à quel point les choses ont évolué. L'année dernière, j'en essayais pour rigoler. Je me disais, bon, c'est bien, mais c'est pas génial. Maintenant, on arrive à laisser un agent travailler complètement sur un programme et faire des choses assez incroyables qu'on n'arrive pas forcément à suivre. Ce que je retiens surtout de ces dernières années, c'est... Pour moi, en fait, toutes les évolutions qui sont de plus en plus rapides, tout ça, ça met en valeur, je le disais tout à l'heure, mais l'importance des évaluations, où je trouve que, surtout de nos jours, où avec les agents, on a des systèmes qui sont de plus en plus complexes, qui utilisent des outils, qui enchaînent plusieurs étapes, il devient vraiment crucial d'essayer d'avoir de l'observabilité à chaque étape et des évaluations à chaque étape, parce que sinon, on multiplie tous les points de défaillance et on ne comprend plus rien. Ça devient d'autant plus important pour la science. Cette évolution super rapide, j'ai l'impression que ça met de la pression pour les gens qui se disent que les seuls résultats qui sont publiables, en fait, c'est pour des modèles state of the art, donc les meilleurs. Et du coup, cette mentalité a donné un peu naissance à un phénomène qu'on appelle le benchmarking, qui est de dire, en fait, on va optimiser notre modèle pour être très bon, pour produire un très bon score sur un benchmark donné. Ce qui fait que nous, en tant que scientifiques, on a un peu moins confiance dans les résultats que les gens publient. Ça devient très important d'avoir notre propre évaluation interne sur des jeux de données qui n'ont pas été vus par des modèles pour s'assurer en fait que les modèles qu'on considère sont vraiment performants sur les choses qui nous intéressent.
Enfin, ça reste dans le même thème de ce qu'on fait à Lighton, mais je pense que la multimodalité, c'est quelque chose qui a commencé à être exploré ces dernières années et qui va devenir pour moi de plus en plus important. On parlait de visuel tout à l'heure, mais au-delà de ça, il y a l'audio, il y a la vidéo qui reste largement inexplorée. Et en termes de tokens, du coup, ce genre de contenu prend encore plus de place que juste des images, vu que les vidéos, ce sont plein d'images. Et l'audio, ça rajoute aussi beaucoup de bruit. Donc, dans un contexte où, a priori, la demande en GPU ne va pas diminuer, je pense, il devient super important de les traiter de façon efficace avec de la recherche d'informations qui va permettre d'utiliser les ressources qu'on a de façon optimale. Est-ce qu'au cours de cette année, vous avez le sentiment d'avoir vu progresser la parité dans les entreprises d'IA ? La filière est encore très masculine, mais presque fatalement, avec moins de femmes diplômées des filières techniques en France. Ça fait forcément moins de femmes à responsabilité sur des postes précisément techniques comme le vôtre. Est-ce que malgré tout, vous êtes optimiste ? Est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens ? Tout à fait, effectivement, ça reste un milieu quand même très masculin. J'avoue ne pas avoir vu énormément d'évolution sur ces 7 dernières années. Après, comme vous le disiez, je pense que c'est aussi un problème malheureusement qui remonte avant l'embauche, puisque dans les études, déjà, la parité n'est pas là. Je me souviens, à l'ENS, en biologie, il y avait une majorité de femmes. Chimie, c'était 50-50. Mais après, dès qu'on va vers la physique, on était plutôt 4 sur 50. Et en maths, c'était une seule fille sur la promo entière. Enfin, je pense que le problème doit être... Il est avant l'entrée sur le marché du travail. C'est ça. Et alors justement, qu'est-ce que vous diriez à des jeunes lycéennes qui s'interrogent sur la suite pour leur dire... Allez-y, n'ayez pas peur. Ce serait quoi le message si vous retourniez dans votre lycée, par exemple, pour intervenir dans les classes ? Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à faire des choses qui plaisent vraiment, même si c'est des choses où ce n'est pas forcément une place de la femme. Même si ça fait un peu Moyen-Âge de dire ça, mais il ne faut pas hésiter à s'imposer dans des domaines, même s'ils sont masculins. Il faut bloquer certaines personnes. En master, il y avait un homme dans la cinquantaine dans ma promo qui m'avait dit « Ah, vous écrivez trop bien, vous devriez faire du marketing. » Donc voilà, ce genre de personnes, ne pas les écouter. Surtout, faire vraiment ce qui nous tient à cœur et s'imposer. Ça peut être des fois un peu difficile quand on est la seule fille dans une classe entière, mais ça en vaut la chandelle. Parce qu'en plus, après, je pense que c'est important pour nous, femmes, dans ces milieux techniques, de justement se montrer, être présentes pour justement être des modèles un peu pour les jeunes filles qui pourraient se poser des questions. Oui, parce que dans une réunion où il y a 10 personnes, il y a souvent peu de femmes. Oui, où elles parlent moins que leurs collègues. Exactement. Eh bien écoutez, merci beaucoup Amélie. On a, je crois, fait beaucoup de pédagogie sur des notions techniques et c'est aussi le but, donc merci beaucoup pour ça. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On a encore plein de super épisodes en préparation, alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager le podcast autour de vous. À très bientôt, au revoir. Au revoir Amélie. Au revoir.